Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, journée de repos du côté du cyclisme, mais nous on va parler MotoGP aujourd'hui avec le Grand Prix de France, débrief du Grand Prix de France qui avait lieu du côté du Mans. On va revenir sur le bilan des Bleus, top flop comme d'habitude. On notera également ce Grand Prix, point sur les différents classements généraux en fin de vidéo. Enfin voilà, vidéo assez classique comme d'habitude. Vous en avez maintenant l'habitude du côté de la moto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que ça peut intéresser vos proches, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel pilote vous a plu, vous a déçu ce week-end. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ce week-end en MotoGP, encore peu de bagarres au final en piste. C'est vrai que ça fait 2 week-ends, on va dire, d'affilée, où la moto n'est pas vraiment hyper spectaculaire sur les bagarres en course. Alors, je dirais pas que c'était quand même une course Moto 2, parce que à l'arrière du peloton, il y avait quand même une belle bagarre à certains moments. Mais c'est vrai que devant, la hiérarchie était assez clairement établie pendant toute la course. Alors, on a eu un Zarco qui a eu un moment de bagarre avec Marquez, mais il y a eu la bagarre, on va dire, Bagnaia et Bastianini aussi. Mais sinon, dans le reste du top 10, ça s'est fait assez naturellement. Et par rapport même au week-end précédent, même en qualif, en fait, je trouve que la hiérarchie, on l'avait déterminée assez vite suite au EL3 et même les qualifs n'ont pas été très spectaculaires. Il n'y a pas eu d'énormes bagarres au niveau des qualifications. On savait que les Ducati allaient être fortes ce week-end, elles l'ont été. On savait que ça allait être quand même plutôt compliqué pour Fabio à cause de la vitesse de pointe. Il s'en est quand même bien sorti, mais on savait que pour la victoire, ça allait être compliqué. Et puis, Zarco, il y a eu la pénalité, mais c'est vrai que sans la pénalité, peut-être que la course aurait été un peu plus... La course pour le podium aurait été plus facile pour Johann Zarco. Mais voilà, encore une fois, une hiérarchie très espacée entre les différents pilotes, ce qui fait que au final, on n'a pas eu une course très spectaculaire. Encore une fois, super ambiance du côté du Mans, 110 000 spectateurs, c'est un record pour le dimanche. C'est l'une des plus grosses ambiances avec le Mugello et Misano, hein. Il faut le dire, le circuit du Mans, avec un circuit en plus qui propose quand même un défi en termes de pilotage. Je me suis toujours demandé pourquoi ce circuit, dans cette configuration-là, n'accueillait pas la Formule 1, parce que ça serait quand même beaucoup plus intéressant que le Paul Ricard, qui est quand même un circuit sur un parking, et où il n'y a jamais une grosse ambiance au Paul Ricard en plus, je trouve. On passe à la note du Grand Prix, 12 sur 20. J'ai mis un point de moins que la dernière fois pour le Grand Prix en Espagne, parce que la qualif, même si la course est peut-être un peu plus spectaculaire, la qualif étant beaucoup moins spectaculaire, j'ai trouvé que les qualifs n'étaient pas hyper serrés. La course, encore une fois, je vous ai dit, la hiérarchie était assez large. Peut-être que s'il y avait eu un Français sur le podium, ça aurait été différent. Mais je trouve qu'il y a eu quand même peu de bagarres lors de ce Grand Prix. Et c'est ce qui m'a un petit peu déçu du côté de ce Grand Prix de France. Peut-être là où on a eu le plus de bagarres, c'était lors des EL3 au final, le samedi matin. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo, le pilote français, bien entendu. C'était plutôt un bon week-end, je dirais, pour Fabio, déjà en comparaison avec les autres pilotes Yamaha, mais surtout c'était un circuit où on savait que le manque de puissance, le manque de performance du moteur Honda et le manque de vitesse de pointe surtout de la Yamaha, pardon, j'ai dit Honda, c'est un lapsus, de la Yamaha allait être compliqué à gérer. Ça a été le cas, hein. C'est sûr qu'il y a un manque moteur qui est criant sur cette machine. Après, comme il arrive toujours à trouver des solutions en qualification et que c'est quand même un circuit où vous avez des courbes très rapides, où il faut quand même avoir un bon châssis, la moto s'en sort plutôt bien dans ces portions-là. On a vu quand même que dans le secteur 4, ça allait bien en début de semaine. Ça a été un peu plus compliqué lors des moments importants, c'est-à-dire en qualif et en course dans ce dernier secteur. Il a failli monter sur le podium, hein. C'est vrai que ça se joue à pas grand-chose face à Alex Espargaro, mais on voit qu'il y avait quand même une différence, légère différence de niveau, et je pense que
Espargaro aurait pu réussir à contrer Fabio. On voit que cette Yamaha, pour le moment, elle manque de performance au niveau moteur, qu'elle n'est pas si facile que ça à utiliser pour les autres pilotes. Le problème aussi de Fabio, c'est qu'il est un peu seul, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Quand on parlera de Yamaha. Mais voilà, c'est plutôt un bon week-end d'un point de vue comptable pour Fabio. C'est-à-dire qu'il marque des points. Devant, en plus, ce n'est pas forcément le pilote le plus dangereux au général qui s'impose, même si l'écart maintenant se resserre. On s'aperçoit quand même qu'il prend de l'avance, par exemple sur Alex Rins, sur un Pecco Bagnaia, que Jack Miller est quand même encore un petit peu loin. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue là, même si Alex Espargaro et Enea Bastianini se rapprochent grâce à ce grand week-end. On remarque quand même encore une fois la grande régularité de Fabio depuis les débuts de saison. Aucun résultat en dehors du top 10 pour le moment. Son moins bon résultat est en 9e place du côté du Qatar, une victoire du côté du Portugal et déjà 3 podiums et 4 top 5. C'est son 4e top 5 de la saison. À Fabio, on sait qu'un championnat du monde, ça se joue aussi sur la régularité. Il suffit pas d'être le meilleur, il faut aussi être régulier en moto, en sport mécanique, mais surtout en MotoGP, j'ai envie de dire. Et on s'aperçoit que le pilote qui va réussir à faire le plus de résultats dans le top 8 sera forcément un prétendant important pour le titre et ça aura son importance et certains pilotes l'ont bien compris. Je pense notamment à Espargaro, 3 podiums d'affilée. Je passe à Johann Zarco. Johann aura des regrets avec cette pénalité. Il aura des regrets également parce qu'il ne fait pas un mauvais départ. C'est vrai que Canal+ a dit que son départ n'avait pas été réussi. Je trouve que c'est presque le meilleur départ qu'il ait fait cette saison. Johann Zarco, mais il aura des regrets parce qu'à un moment il avait un très gros rythme, sauf qu'il est un peu bloqué par Marquez et surtout en qualif, s'il part 6, c'est pas du tout la même chose quoi. S'il part 6 et qu'il fait le même départ que ce qu'il a réussi à faire, il peut être 5e ou 4e au 6e virage. Et là, ça change totalement la donne. Ça change totalement la donne parce que tu te retrouves à avoir une course beaucoup plus facile. Quand tu vois, à un moment, c'était le plus rapide en piste, Johann. Donc, c'est là où c'est frustrant pour Zarco. Après, c'est encore une 5e place. C'est des points importants pour Pramac. Il prend l'avantage également largement sur Martin, qui a eu un week-end compliqué, Martin. On y reviendra encore un petit peu dessus, un peu plus tard dans cette vidéo. Et puis, du côté de Johann, ce sont des points également par rapport à Bagnaia, dans la hiérarchie Ducati. Voilà, il prend la bonne opération. Il reste au contact pour le championnat pilote. Déjà, il est 6e, mais il reste encore au contact. Et puis, il fallait rebondir après son abandon du côté de l'Espagne. Voilà, là, il a rebondi. C'est dommage, même ces 2 abandons. Allez, ça lui coûte peut-être une quinzaine de points. Avec une quinzaine de points, il se retrouve devant Alex Rins et un peu plus au contact d'Enea Bastianini. Et dans la hiérarchie Ducati, c'est aujourd'hui le 3e pilote Ducati en termes de hiérarchie. On sait que chez Ducati, on réfléchit. Et puis, il n'y a pas que chez Ducati qu'on réfléchit parce que on pense à Honda. On voit bien également que du côté de beaucoup d'équipes, ça s'active avec le départ potentiel de Suzuki. On va revenir parce qu'on parlera de Suzuki un peu plus tard dans cette vidéo. Ça peut avoir des conséquences énormes sur le mercato. Léopard, on ne sait pas trop encore. Il y a des rumeurs qui disent que Léopard arriverait en MotoGP avec des Aprilia satellites. Donc ça aussi, ça pourrait changer la donne chez Aprilia parce que est-ce qu'on garderait Maverick Viñales? Est-ce qu'on dirait pas à Maverick Viñales d'aller dans le team Léopard et ça pourrait permettre d'avoir un deuxième pilote peut-être de meilleure qualité chez Aprilia. Peut-être que un pilote Suzuki serait intéressé par une Aprilia. Et puis on ne peut pas dire que Morbidelli pour le moment chez Yamaha il fasse du très grand travail. Donc là aussi on sait que chez Yamaha on regarde un petit peu notamment à Johan Mir mais d'autres pilotes également qui peuvent être sur le marché. C'est quand même inquiétant ce départ de Suzuki.
Donc du côté de Zarco, il y a peut-être aussi des possibilités. Si, je sais pas, un Miller décide de changer d'équipe, si au final on commence à avoir des doutes sur Banaya, s'il fait une bonne saison, Zarco, la place chez Ducati officielle n'est pas encore impossible à aller chercher. Il faut bien aussi se le mettre dans la tête. Et puis c'est important d'être régulier, c'est important de faire des bonnes places au championnat chez Pramac, d'avoir une bonne ambiance chez Pramac. Et on sent que vraiment, contrairement à l'année dernière où il y avait vraiment match avec Martin, les abandons de Martin commencent vraiment à embêter chez Pramac. Et ce qui fait que dans ce cas-là, quand tu es le pilote qui marche, on va dire dans l'équipe, eh bien tout de suite tu as un peu plus d'attention de la part de la direction, de la part parfois des ingénieurs. Tu deviens le pilote 1 en fait dans cette équipe. Et c'est peut-être un petit peu ce qui est en train de se passer pour Johan Zarco avec ses bons résultats. On termine avec Tech 3, week-end encore difficile pour Tech 3, pour l'équipe italienne, avec l'équipe française, pardon. Aujourd'hui j'ai du mal. Avec notamment Fernandez et Rémi Garner. Course qui a été compliquée là encore ce week-end avec très peu de tours parcourus par les deux pilotes sur le Grand Prix. Seulement 3 et 6 tours de course pour les deux. Donc déjà, le week-end n'a pas été simple parce qu'en termes de rythme, ils avaient du mal. Que ça soit chez Tech 3, mais aussi si on compare la KTM, manquée de performance, manquée de rythme. Ce week-end, on remarque quand même que chez KTM, il y a 3 pilotes sur 4 qui abandonnent. Ça montre que ça n'a pas été un week-end facile pour l'équipe autrichienne, parce qu'à part Brad Binder, tous les autres abandonnent. Et du côté des deux jeunes pilotes, en plus, ils n'ont pas fait beaucoup de tours en course. Donc là aussi, tu ne prends pas beaucoup d'expérience. Et l'expérience, c'est important en MotoGP. Donc il va falloir quand même commencer à trouver le rythme du côté de cette formation Tech 3. Parce que bon, on savait que l'année allait être compliquée. Avec le fait d'avoir 2 débutants, c'est jamais facile. Malgré tout, on va commencer à vouloir avoir des résultats un petit peu et surtout de la régularité un peu plus importante au niveau de la performance pour les deux pilotes. Donc week-end, je dirais quand même à oublier pour les deux pilotes de l'équipe Tech 3. On passe tout de suite au pilote au top. 2 pilotes au top ce week-end. Le vainqueur de ce Grand Prix, Enea Bastianini. 3e victoire de la saison pour Bastianini, qui est le pilote le plus victorieux depuis le début de saison. Victoire, on rappelle, au Qatar, aux États-Unis, là en France. Un seul abandon cette saison. Il revient dans le match pour le championnat, Enea Bastianini. On rappelle également que son pire résultat est une 11e place du côté de l'Indonésie. Donc c'est vraiment plutôt très intéressant ce qu'arrive à faire le pilote Gresini. Un seul abandon. Et puis encore une fois dans les hiérarchies Ducati, on voit bien que du côté de Bastianini, ça va être compliqué de ne pas le prendre l'année prochaine dans l'équipe 1 Ducati. Alors déjà, parmi les jeunes pilotes Ducati, face à Martin, il repasse largement devant, mais surtout face à Miller. On sait que Miller, on pense qu'il va revenir peut-être chez Pramac, ou Miller serait également, pourquoi pas, en contact avec d'autres équipes. Enfin voilà, on sait que Miller, il y a de grandes chances qu'il ne reste pas dans l'équipe 1 Ducati, ça c'est sûr, du côté du pilote australien. Et parce qu'en plus, je pense que ça lui ferait du bien de changer d'air. Voilà, à mon avis, ça lui ferait pas mal de bien à Jack Miller de changer d'air. Mais du côté de Bastianini, encore une belle victoire. Pilote très bon le dimanche. Mais on le dit, je le dis à chaque fois, c'est vrai que quand il arrive à bien se qualifier, il faut toujours s'en méfier le dimanche parce qu'il a toujours cette capacité à augmenter son rythme le dimanche en faisant peu d'erreurs. C'était déjà le cas l'année dernière chez Avintia. Il fait des très gros résultats en partant de très loin sur la grille de départ. Alors quand il est bien classé sur la grille de départ, il faut toujours s'en méfier. Et puis Bastianini, il a ce calme quand même. C'est pas un volcan sous le casque. Bastianini. C'est-à-dire que même s'il fait des bons dimanches, c'est pas un pilote foufou. Et vous voyez, c'est un pilote qui sait à quel moment il faut prendre le risque. Il a complètement décontenancé Banaya, qui a complètement explosé sous la pression de Bastianini pendant la course. Voilà, en 4 virages, 5 virages, le mec s'élargit Banaya et puis ensuite il se retrouve dans le bac à gravier quelques virages plus loin. Et ça, c'est parce que Bastianini a été très bon pour lui mettre la pression, pour le décontenancer, je dirais, au bout d'un moment.
pour le faire sortir de ses gonds. Et puis Bastianini, il y a aussi cette qualité de chrono en termes de rythme de course. Il a vraiment des qualités. C'est pas un pilote rapide en qualif, ça c'est encore un défaut peut-être pour Bastianini, mais par contre en course il s'en sort toujours très bien. Et j'ai envie de dire que pour être champion du monde, la qualif ça a un rôle, mais je rappelle juste Johan Mir. Johan Mir, quand il est champion du monde, il ne fait pas des cartons en qualif non plus. Ça n'a jamais été un champion du monde de la qualification. Donc on peut être champion du monde, ou on peut au moins être dans le top 4, le top 5 du championnat, et en ayant du mal à faire mieux que 8e, 9e en qualification. C'est totalement jouable, on l'a vu plusieurs années. Donc c'est ça qui fait que Bastianini va être dangereux, parce que son rythme de course, il est quand même sacrément incroyable. Et puis quand il est devant, il est inarrêtable. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est devant, il arrive à trouver son rythme un peu comme Fabio. Une fois qu'il s'échappe, il est très difficile à remonter. Ça, je pense aussi, c'est parce que c'est l'expérience de la Moto 2. Vous savez très bien qu'en Moto 2, ce sont les 3-4 premiers virages qui sont très importants. Parce qu'ensuite, une fois que vous vous échappez, très souvent en Moto 2, on ne vous rattrape jamais. Et il a cette faculté-là à pouvoir s'échapper. Là, il gagne avec 2 secondes 7 d'avance, ou 3 secondes, je ne sais plus, sur le deuxième. Mais vraiment, en fin de course, il ne force pas le rythme. Donc ça montre vraiment des qualités en termes de pilotage pour Bastianini. Et encore une fois, c'est un pilote du dimanche, totalement. C'est-à-dire que c'est un pilote qui est très performant le dimanche. Peut-être plus que le samedi. Et qui arrive à faire des prouesses en plus en course. Parce que là, son dépassement sur Bagnaia, faut oser le faire. Faut oser le faire, mais il sait qu'il peut prendre ce risque-là à ce moment-là. Je poursuis avec Alexei Espargaro. Encore un podium, 3e podium d'affilée pour Alexei Espargaro. C'est-à-dire depuis le Grand Prix des États-Unis, il enchaîne. En fait, depuis sa victoire en Argentine, à part le Grand Prix des États-Unis, sinon il a toujours extrêmement bien performé. Je rappelle que le Grand Prix des États-Unis 2022 était quand même bien meilleur que le Grand Prix des États-Unis 2021. Il devient désormais le numéro 1, l'adversaire numéro 1 pour le titre face à Fabio Quartararo, face à Bastianini. Et on voit que l'Aprilia maintenant est beaucoup plus polyvalente. On voit que l'Aprilia a énormément progressé en moteur, parce que le Grand Prix de France est quand même un Grand Prix d'accélération-freinage et que le moteur a très très bien performé en course. Dommage cette fin de Grand Prix qui a été un peu difficile. On voit qu'il perd pas mal de rythme, ça aurait pu lui coûter cher face à Fabio Quartararo. Mais sinon, le week-end est encore très bon, avec également un très grand rythme de qualification pour le pilote italien, donc il fait tout correctement en ce moment, le pilote espagnol dans l'équipe italienne, je vais y arriver, il fait tout correctement en ce moment. Alexei Espargaro, il fait vraiment le très bon job, et voilà, il avait encore un bon rythme de course. Bon voilà, dommage cette petite perte de rythme sur les 3-4 derniers tours, qui ont failli lui coûter cher face à Fabio Quartararo. Et puis en plus, ce week-end, il portait la shoulder cam. Alors la shoulder cam, ça je peux vous dire, je suis fan de cette caméra sur l'épaule des pilotes. Je pense que c'est un peu comme la caméra casque des pilotes en F1. On voit, ça donne des très belles images. Je trouve que ça devrait vraiment être beaucoup plus répandu en MotoGP. Mais j'ai toujours trouvé que la MotoGP était toujours à la pointe au niveau de la réalisation télé. Ils ont eu des trucs largement avant la Formule 1. Et c'est vrai que je trouve que du côté de la moto, on a toujours fait des très bonnes réalisations télé par rapport notamment à la Formule 1 qui parfois a du mal un petit peu à faire original, ou des fois part un petit peu dans tous les sens et fait des erreurs. Je trouve que la MotoGP a toujours été très bonne dans ce domaine-là. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Suzuki. Ça a été compliqué la semaine chez Suzuki. Alors déjà l'annonce d'un potentiel départ de la MotoGP. Suzuki s'inquiète de la conjoncture économique, la guerre en Ukraine, aussi le fait qu'avec la Covid, quand vous produisez des pièces en Chine, il va y avoir un surcoût qui va être important. Pour éviter que le surcoût soit payé par les consommateurs, on va rogner sur les marges. Ce qui dit rogner sur les marges dit moins de bénéfices, qui dit moins de bénéfices, dit moins d'entrée d'argent, et dit que c'est beaucoup plus compliqué pour les programmes sportifs. Le problème pour Suzuki, c'est que la Dorma, très clairement, n'était pas au courant de cette envie de départ, et que la Dorma,
pour éviter la situation qu'on avait eue après la crise de 2008. On avait eu le départ notamment de Suzuki, le départ également de Kawasaki, qui avait été fait de manière assez violente. Eh bien, la Dorma avait fait signer des contrats aux équipes. C'est-à-dire que si elles veulent partir avant la fin de leur contrat avec la Dorma, eh bien, elles vont devoir payer des amendes et des pénalités qui vont être très chères. L'idée était d'éviter que les constructeurs viennent 2 ans et puis repartent dès qu'ils sont champions du monde. Et on a un peu l'impression que Suzuki n'y avait pas pensé à ça. C'est-à-dire que les pénalités vont être énormes. Deuxièmement, j'ai l'impression que même les pilotes n'étaient pas vraiment au courant de cette envie de départ et que même l'équipe en fait n'était pas totalement au courant. Il semblerait en fait que la décision ait été prise vraiment tout en haut de Suzuki et que tout le monde n'était même pas d'accord dans le conseil d'administration de Suzuki pour ce départ, car certains disaient que ça permet d'être une vitrine technologique pour les modèles de la marque, sauf que d'autres rétorquaient oui, mais on n'a pas, on a peut-être plus envie de mettre en avant les modèles sportifs. C'est peut-être plus ça qui fait vendre aussi sur le marché européen. On sait que maintenant ce sont pas les modèles sportifs qui sont forcément les plus plébiscités. Puis du côté de Suzuki, on a aussi l'endurance avec Yoshimura et le CERT. Donc les envies sont peut-être un peu différentes du côté de chez Suzuki. Mais c'est vrai que même en interne, chez Suzuki, tout le monde n'est pas d'accord. Et encore une fois, les pénalités risquent d'être très sévères, surtout que la Dorma, je pense, va vouloir en faire un exemple pour d'autres constructeurs ou d'autres équipes qui auraient cette envie-là, pour montrer qu'on ne déconne pas quand on est en contrat économique avec la Dorma. Mais en plus, ton week-end est difficile parce que double abandon chez Suzuki, pas de points marqués, alors qu'il y avait des possibilités de marquer des points. Encore une fois, Suzuki était toujours dans les mêmes positions que d'habitude, c'est-à-dire entre 4 et 7. C'est à peu près ce qu'ils font depuis le début de saison Suzuki. Et là, ça n'a pas du tout marché pour l'équipe japonaise en course. Double abandon sur chute, sur erreur des pilotes quand même, pour moi. Donc ça pose quand même un gros problème avec la chute de Joan Mir, qui est assez incompréhensible. J'ai l'impression qu'il glisse des 2 roues. J'ai l'impression que c'est pas une perte de l'avant, la chute au niveau du raccordement de Joan Mir. Du côté d'Alex Rins, j'ai l'impression qu'il avait tendance à forcer un petit peu en début de course. Et avec les pneus, avec une piste à 40 degrés où les pilotes n'avaient pas couru avec des températures aussi élevées au niveau de la piste, il a peut-être été surpris au niveau de son pneu avant. Mais encore est-il que c'est un week-end à 0 points du côté de Suzuki et que c'est pas la bonne opération du jour. Encore une fois, quand tu dis que tu vas partir. Enfin voilà, ils sont pas fait une bonne réputation, je pense, ce week-end, Suzuki. Et puis on a senti que tout le monde était assez tendu dans le team, que c'était pas le grand sourire. Mais bon, du côté de chez Suzuki, on modifie un petit peu le mercato. Alors, Joan Mir, et Alex Rins sont sur le marché. Ce sont deux bons pilotes, même si Alex Rins va peut-être payer sa saison 2021 en termes de résultats, qui n'était vraiment pas bonne face à Joan Mir, qui lui a été plutôt pas mauvais l'année dernière. On parle de Yamaha, on parle également d'autres équipes du côté de ces 2 pilotes. Ça va relancer le mercato, l'intérêt qu'on pouvait avoir pour ce mercato. Et puis, qui va remplacer Suzuki, notamment on parle de Léopard, mais on se dit également que du côté de KTM, on pourrait tenter la MotoGP soit avec Husqvarna, soit avec GazGaz, pour mettre en avant d'autres marques du groupe qui sont déjà en Moto3 notamment. Donc KTM pourrait tenter d'avoir une troisième équipe, une deuxième équipe satellite, une troisième équipe en tout. Mais il faut que derrière KTM puisse suivre en termes de moyens, ce qui ne va pas être si facile que ça. Et puis ça serait inquiétant dans ce cas-là pour Hervé Poncharal. Ça voudrait dire que Hervé Poncharal ne serait plus forcément le team numéro 1. Est-ce que dans ce cas-là, Poncharal pourrait se dire si je suis plus team satellite numéro 1 de KTM, je décide dans 1 an, 2 ans, 3 ans d'aller voir ailleurs ou d'aller voir peut-être Aprilia ou d'aller voir Honda, pourquoi pas aussi, ou de retourner avec Yamaha, ça pourrait être des idées également. Donc c'est assez intéressant le départ de Suzuki, le départ potentiel de Suzuki, parce que ça modifie énormément de choses sur l'échiquier de la MotoGP. On continue
Avec deuxième équipe flop, Yamaha, enfin deuxième constructeur flop, Yamaha. Du côté de Yamaha, on s'est encore aperçu ce week-end que si tu n'as pas Fabio Quartararo, c'est nulle part Yamaha. Il va falloir quand même trouver une solution. Alors soit c'est les pilotes qui sont pas bons, c'est-à-dire que Morbidelli, Dovizioso, j'évite de parler de Binder parce que Binder est dans sa première année. Bon, il faut lui laisser le temps de s'installer, mais mon problème c'est plutôt Dovizioso et Morbidelli. Est-ce que Morbidelli et Dovizioso sont nulle part et dans ce cas-là, faut changer les pilotes? Est-ce que c'est parce que la moto est trop difficile à comprendre? Et dans ce cas-là, il faudra peut-être modifier la moto parce qu'on se souvient de Honda. Honda, pendant des années, ils ont fait confiance qu'à Marc Marquez. Alors, c'était Marc Marquez, le leader. Karl Crutchlow, au même moment, disait la moto est de plus en plus compliquée à piloter. Vraiment, la facilité d'utilisation de la moto se dégrade. Il en avait parlé plusieurs fois en interview pendant 2-3 ans. Et puis, on a eu l'année 2020 qui a été catastrophique avec une moto inconduisible. Une année 2021 qui n'a pas été beaucoup plus facile pour Honda. Puis toujours cette Marquez dépendance, même si on pensait que ça s'était un peu arrêté en 2020 parce que Nakagami était pas mal. Bon, en 2021, Nakagami était un peu nulle part. Donc il y a eu cette Marquez dépendance. Du côté de Yamaha, j'ai l'impression qu'il y a cette Quarta dépendance. Et tu peux pas continuer très longtemps avec cette situation-là. Ça peut tenir 1 an, 2 ans, ça tiendra pas 5 ans. Donc si on veut que Quartararo puisse jouer les titres dans 4 ans ou 5 ans, il va falloir trouver des solutions. Soit c'est que la moto est problématique, soit ce sont les 2 autres pilotes qui ne sont pas bons. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Il y a quand même des rumeurs insistantes sur le fait que Dovizioso ne finirait pas la saison. Les rumeurs sont de plus en plus insistantes là-dessus. Morbidelli ne serait pas conservé l'année prochaine dans l'équipe Yamaha. Ça, c'est aussi... ça commence à s'acter de plus en plus. Même avant le départ de Suzuki, on parlait déjà un petit peu de Johan Mir. On en parle bien entendu beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que Morbidelli serait conservé dans l'univers Yamaha ou est-ce qu'il irait chez un autre constructeur dans une équipe satellite? Parce que j'aurais du mal à voir Morbidelli aller dans un type 1, dans une équipe 1. Et puis, il y a aussi des pilotes qui sont un peu... dans un début de saison compliqué. On peut penser à Oliveira qui est assez régulier en ce début de saison, Martin aussi. On peut penser également à Maverick Viñales qui a quand même du mal à rivaliser avec le niveau de performance de Alex Espargaro. Ça commence un petit peu à inquiéter du côté de Aprilia. Donc c'est vrai qu'il y a plein de coureurs qui sont en discussion sur le marché. Je pense que cette saison des transferts et cette bagarre au niveau des contrats va être assez intéressante. Je vais réussir à faire une phrase en français parce que c'est un peu compliqué. Alex Marquez. Bon, du côté d'Alex Marquez, que dire? Encore un week-end pas simple. Face à Nakagami en plus qui ce week-end a été très performant au 7ème de la course, puis qui était bien en qualif également. Alex Marquez fait grise mine, en plus long lap pour avoir dépassé les limites de la piste et puis il ne finit que 14ème et heureusement pour lui que Morbidelli était nulle part avec Dovizioso et Binder, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Heureusement donc que le Yamaha était nulle part sauf celle de Quartararo. Du côté de Marquez quand même j'ai du mal à le voir poursuivre l'année prochaine. C'est vrai que LCR pourrait changer ces 2 pilotes. Déjà, on parle quand même de Ayogura qui remplacerait Nakagami. Je ne suis pas sûr que Alex Marquez reste. Je ne sais pas si son contrat dure encore sur longtemps, mais si son contrat s'arrête à la fin d'année, ça m'étonnerait qu'Alex Marquez reste en MotoGP. Il n'a pas montré assez de choses en MotoGP. Et dans ce cas-là, qui irait sur cette Honda du team LCR? Eh bien, je pense qu'elle serait convoitée par pas mal de pilotes, par pas mal d'équipes. Et puis, pourquoi pas Honda pourrait tester Ayogura et le confronter à un autre jeune pilote, ça pourrait être intéressant du côté de Honda. Puis de toute manière, du côté de Honda, avoir un pilote d'expérience pourrait être aussi intéressant du côté de chez LCR pour avoir un retour d'information qu'il manque cruellement aujourd'hui pour l'équipe japonaise, avec un Paul Espargaro qui semble perdu sur cette machine et un Marc Marquez qui ne peut pas faire le travail seul. Et puis je termine du côté des pilotes bonnet d'âne avec Jorge Martin. Encore un abandon ce week-end pour Jorge Martin. J'ai l'impression la goutte qui fait déborder le vase ce week-end. Jorge Martin, 5e
Quatrième abandon depuis le début de saison, parce qu'il avait eu la deuxième place, 22e place en Espagne, mais il était tombé, et 5 chutes, voire plus, 5 chutes en course, mais sur les week-ends de Grand Prix, il doit être facilement à 10 chutes, Jorge Martin. Bon, il y a un moment, t'as beau être le pilote le plus rapide au monde, si tous les week-ends tu te craches, c'est qu'il y a un problème mental. On se souvient de Romain Grosjean, par exemple, qui, sur sa première partie de carrière, avait tendance à être un peu foufou. On ne peut pas avoir un pilote comme ça sur une grille de départ MotoGP, surtout dans une équipe comme Pramac qui a besoin de marquer des points. Et là, c'est beaucoup de points perdus avec Jorge Martin, mais en plus, la qualif n'était pas exceptionnelle de Jorge Martin, obligé de passer par la Q1. Largement derrière son équipier, j'ai envie de dire, en rythme, globalement, surtout le week-end. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et pour un pilote qui, déjà, l'année dernière, avait certes été performant sur certains Grands Prix, mais qui avait été très irrégulier, on attendait beaucoup mieux cette année en termes de régularité, et surtout la comparaison par rapport à Bastianini, les deux ont débuté la même année, et ben elle fait mal par rapport à Bastianini, et je rappelle que de toute manière, Martin l'année dernière, avec ses nombreuses chutes, ses nombreuses erreurs, il avait sécurisé le titre débutant que très tardivement dans l'année, face à Bastianini. Je crois que c'était la dernière course même, face à Bastianini ou l'avant-dernière. Donc voilà, on attendait de lui de la régularité, il n'est toujours pas capable de le faire. Sa stature en MotoGP commence à être quand même sérieusement abîmée par cette situation. On passe aux différents classements. On commence par le classement pilote. Fabio Quartararo en tête avec 102 points, c'est-à-dire 4 points d'avance sur Alex Espargaro. Bastianini est 4 points encore derrière, donc 8 points de Fabio Quartararo. On retrouve ensuite Alex Rins, qui est déjà dans un deuxième peloton. Alex Rins, qui a déjà 29 points de retard sur Alex Espargaro, donc 33 de retard sur Quartararo. Ensuite, on retrouve Zarco et Bagnaia qui sont déjà à 40 points. Zarco et Miller qui sont déjà à 40 points de la tête. Ensuite, à 56 points, on retrouve Bagnaia, Binder, Mir. Eux aussi, l'écart commence à être important. 54 points pour Marc Marquez. Miguel Oliveira, 43. Paul Espargaro, 40. Du côté des débutants, c'est Marco Bezzecchi qui est en tête avec des points marqués de la 12e place ce week-end pour Bezzecchi. 18e devant Binder qui a marqué des points, comme dit Gian Antonio ce week-end, avec une belle 13e place pour le pilote italien qui marque ses premiers points en Grand Prix pour le team Gresini. Puis Rémi Gardner, lui, a marqué 3 points également. Et Raúl Fernandez est le dernier pilote titulaire à n'avoir pas marqué de points. Du côté du classement constructeur, Ducati est en tête avec 156 points et Creuse fait le trou, fait l'écart avec Yamaha qui se retrouve désormais 54 points derrière. On retrouve ensuite Aprilia à 57 points du Ducati, mais à 3 points de Yamaha. KTM avec 84 points et 4e. En bagarre avec Suzuki, à qui ça coûte cher cet abandon. Et puis Honda toujours dernier avec 67 points. Et puis du côté du classement par équipe, là aussi l'abandon de Suzuki coûte cher, vu que ce double abandon, que Suzuki est en tête de cette compétition, c'est désormais Aprilia, qui l'aurait cru, qui est en tête du championnat constructeur, du championnat par équipe, devant Suzuki, deuxième avec 6 points de retard, Yamaha à 10 points de retard, Ducati est à 10 et 3, 13 points de retard. On retrouve ensuite KTM, Gresini, qui est pour le moment premier team indépendant devant Pramac désormais. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Honda 7e, LCR 9e, donc Pramac 8e, VR46 10e, pas loin de LCR Honda. Et puis le team WeView Yamaha 11e et Tech 3 12e avec seulement 3 petits points pour l'équipe française. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve dans 15 jours pour faire le débrief du Grand Prix d'Italie du côté du Mugello, circuit magnifique. Ça sera le 29 mai, ça sera même le dernier week-end du Giro en passant, donc il y aura un week-end chargé du côté du Grand Prix d'Italie, donc ça sera certainement le lundi ou le mardi suivant la course, on fera le débrief de ce Grand Prix. Allez, ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, salut, à la prochaine sur l'Amérique Production.